Donc bonjour la MCC et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'histoire des médias qui va traiter de la presse durant la Seconde Guerre mondiale. Donc pour ce faire, j'ai séparé le sujet en plusieurs parties. Donc la presse utilisée par le régime nazi, la presse sous l'occupation, la presse résistante et enfin la presse sous la libération. Donc, très peu de temps après son accession au pouvoir, Hitler crée le ministère du Reich à l'information et à la propagande pour Joseph Goebbels le 13 mars 1933. La Chambre nationale de la culture est créée le 22 septembre de la même année, dont Goebbels est également le directeur. La Chambre nationale du film interdit très vite le double programme, donc le fait de passer 2 longs métrages durant la même séance, pour pouvoir développer l'avant-programme, c'est-à-dire les actualités, les documentaires, mais aussi les dessins animés pour enfants. Goebbels comprend très rapidement que comparé au théâtre ou à la littérature, cette nouvelle forme d'art qu'est le cinéma peut atteindre un plus large audience. Dans un premier temps, nous allons parler des médias utilisés par le régime nazi, donc pour véhiculer sa propagande, dans un deuxième temps la presse sous l'occupation, dans un troisième temps la presse résistante et enfin la presse sous la libération. Donc dans un pays scindé en deux avec le nord occupé et le sud libre, enfin la liberté de la presse sous le régime de Vichy équivaut à être libre en Tchétchénie. Donc les médias et plus précisément le cinéma. Donc au cinéma, lors de la Seconde Guerre mondiale, les films de propagande furent utilisés de façon massive. Ils avaient pour but de distraire la population afin de lui imposer indirectement une idée. Cette idée fonctionne sur la base du rêve et avec la volonté d'identifier le spectateur au héros. Par exemple, la mission du cinéma allemand est une source d'énergie pour le citoyen et un moyen de propager l'idéologie nazie à travers le monde. Les dirigeants comprennent très vite que les impressions visuelles sont extrêmement fortes, que la population oublie peut-être un article mais pas une image. Pour Goebbels, une œuvre efficace de propagande consiste à ne pas voir la différence entre un film de divertissement et un film destiné à propager une idée. La véritable action de propagande est donc celle de manipuler un public de façon à ce qu'il ne se rende pas compte qu'il est victime justement d'une forme de manipulation de son esprit. Ainsi, pendant cette guerre, entre 50 et 80% des films produits n'évoquent pas de thèmes traitant de combat, ni directement ni indirectement, mais rares sont les films ou les propagandes dont la propagande est totalement absente. Donc, en France, de 1942 à 1944, les Allemands instaurent un journal unique dans la zone occupée, diffusé sur l'ensemble du territoire français, France Actualité. Il est produit par une société mixte franco-allemande issue de négociations entre l'occupant et le gouvernement de Vichy. Le journal détient alors le monopole de diffusion sur toute la France. À l'automne 1943, celui-ci est presque complètement contrôlé par les Allemands. Cependant, les actualités sont souvent projetées dans des films de cinéma qui engendrent des manifestations souvent violentes, et les directeurs de cinéma se voient obligés de laisser leur salle éclairée pendant les projections de France Actualité. De 1940 à 1942, Pathé et Gaumont, donc célèbre société d'actualité encore existante aujourd'hui, produit sous le contrôle du gouvernement de Vichy les actualités destinées à être diffusées dans les salles de la zone sud, donc c'est-à-dire Pathé Journal de Marseille ou Journal de Vichy. Les Allemands, face à la popularité du maréchal Pétain, utilisent son image dans leur propagande. Ainsi, les actualités de France Actualité étaient imprégnées de propagande pétainiste. En France, la plupart des foyers ayant une radio, les Allemands considèrent celle-ci comme leur principale priorité pour la diffusion de leur propagande. Ainsi, Radio Magazine est réquisitionnée. Et dès le 18 juillet 1940, constatant rapidement l'avantage de cette radio, les nazis en font leur outil principal de propagande dans la zone occupée. Les Français, considérant Radio Paris comme une radio privée qui reconstitue les actualités de manière irréprochable, vont donc être manipulés par l'occupant à travers de fausses informations. Les nazis vont également recruter de nombreux journaux collaborationnistes et antisémites. Cette radio restera occupée pendant toute la durée de la guerre. Voilà. Donc, les propagandes scolaires en Allemagne nazie. Alors, on fait juste une petite parenthèse pour se pencher sur ce sujet qui, moi, me paraissait intéressant pour montrer justement combien aussi même les enfants, avec les jeunesses hitlériennes, mais plus précisément les enfants qui étaient en primaire ou à des âges où vraiment on se rend pas du tout compte de la guerre ou du moins des propagandes, sont aussi justement manipulés à leur insu. Enfin, là, plutôt, pas à leur insu, mais bon, ça reste quand même similaire. Donc, à l'école, les problèmes de mathématiques étaient posés afin de montrer que les races inférieures, yes, coûtaient cher à l'État. Donc, nous avons ici quelques exemples. Donc, un aliéné coûte quotidiennement 4 marks, un invalide 5,5 marks, un criminel 3 marks. Dans beaucoup de cas, un fonctionnaire ne touche que 4 marks, un employé 3,65 marks et un apprenti 2 marks. Faites un graphique avec ces chiffres. Autre problème, dans des estimations prudentes, il y a en Allemagne 300 000 aliénés et épileptiques dans les asiles.
Combien de prêts aux jeunes ménages à 1000 marks pourrait-on faire si cet argent pouvait être économisé? Yes. Donc théorie de l'eugénisme, tout ça, on y est. Donc les professeurs des écoles devaient jurer fidélité à Hitler avant d'entrer en service. Donc tous les professeurs étaient obligés donc de s'aligner avec l'idéologie nazie et devaient respecter ces règles. Donc sous peine évidemment d'être virés sans préavis et surtout d'être considérés comme ennemis de l'État. Donc si vous êtes un ennemi, généralement vous finissez dans les travaux forcés ou au mieux fusillé. Hein, c'est selon. Donc on va maintenant parler de la presse de Vichy et entrer dans le vif du sujet. Donc la presse fut étroitement contrôlée et soumise aux autorités de Vichy. Par l'intermédiaire des services de l'information qui censuraient déjà les nouvelles et les commentaires, les journaux recevaient consignes et notes d'orientation, qui leur imposaient la publication du texte de certains articles, en fixant même les détails de leur mise en page, et conseillaient jour par jour certains thèmes à développer. Donc un bon exemple de cette propagande officielle est fourni par la consigne du début de 1941 concernant les déplacements du maréchal Pétain en province. Alors, la propagande scolaire, ça on a fait. Donc avec la débâcle, les grands journaux de Paris se replient vers le sud, donc dit zone libre, mais sous le régime de Vichy. Les rigueurs de la guerre entraînent une réduction de la taille des journaux et du nombre de pages. Donc au nord, certains journaux ont fait le choix de rester à la suite de l'arrivée des Allemands. Donc Le Matin, L'Œuvre, Le Petit Parisien ou encore Je suis partout. C'est la collaboration, avec la création par l'occupant qui contrôle justement la diffusion, les services de propagande. Les journaux de la zone sud sont interdits de diffusion au nord. Le contrôle est total, ce qui n'empêche pas une certaine diversité. Le Pilori et Je suis partout se spécialisent dans l'antisémitisme, ce qui n'est pas le cas d'autres journaux plus discrets sur cette question, bien que tous soient favorables justement aux nazis. L'ordonnance du 18 octobre 1940 vise la presse juive. Dorénavant, pour fonder un journal, il faut faire preuve de son arianité. Donc rappelons une petite définition de ce qu'est la soi-disant race aryenne. Donc c'est une théorie raciste qui affirme en fait la supériorité des types nordiques et des civilisations anglo-saxonnes, et placée au sommet d'une pyramide, donc ces civilisations, dont la base correspondait au peuple d'Afrique. Donc pour faire court, les nazis considéraient que les caractéristiques physiques germaniques ou nordiques comme les seules acceptables, donc à savoir avoir la peau très blanche, des yeux bleus ou de couleur claire et les cheveux blonds ou clairs. Donc en gros, on est sur le cliché du bavarois à l'Oktoberfest de base, hein, vraiment. Donc rappelons quand même qu'Hitler ne correspondait absolument en rien à ces clichés puisqu'il avait les cheveux et la moustache très noire et surtout les yeux noirs. Donc c'est pas très logique. Le 11 novembre 1942, les Allemands envahissent la zone libre. Certains journaux choisissent de se saborder. Les autres doivent se soumettre. Une presse clandestine et résistante, comme le Franc-Tireur parisien fondé en novembre 1942, émerge au nord comme au sud, malgré la répression nazie ou vichysoise. Pour contourner la propagande, on écoute de plus en plus les radios libres émises depuis l'étranger, comme la BBC par exemple. Passons maintenant à la presse sous la Résistance. Dès le début de l'occupation allemande, des journaux furent créés et diffusés clandestinement par des individus souhaitant lutter contre la propagande officielle et continuer le combat jusqu'à la libération du territoire français. Cette presse, témoin d'une guerre sans merci et de cette flamme de la résistance qui ne s'est pas éteinte, est désormais accessible dans les archives nationales. Donc pour cette vidéo, je me suis principalement inspirée d'articles qui ont été créés justement là-dessus pour vous faire court, entre guillemets. Donc, elle naît d'actions individuelles isolées, de la volonté de donner une certaine information différente de celle de la propagande de Paris ou de Vichy. Du fait de manque de moyens, les premiers numéros sont dactylographiés, c'est-à-dire tapés à la machine. Certains ont une durée de parution limitée, tandis que d'autres voient leur tirage et leur diffusion augmenter grâce aux ressources financières de la France libre. Ainsi, le tirage de Combat passe de 40 000 exemplaires en 1942 à 250 000 en 1944. Pour les résistants, les risques sont énormes. Une ordonnance allemande du 19 décembre 1942 précise que quiconque aura confectionné ou distribué des tracts sans y être autorisé sera puni de la peine de travaux forcés. Enfin, ça c'est la version officielle. La version officieuse témoigne évidemment d'une mise à mort dans l'immédiateté. Donc d'autres particularités tiennent à la nature de la presse clandestine. La mauvaise qualité du papier qui peut créer des effets de surimpression ou souvent son faible ancrage rendent la lecture difficile. Il arrive aussi que la numérotation fasse des bonds, c'est-à-dire qu'on passe du numéro 17 au numéro 22, ou ne soit pas continu, donc numéroté par mois, par exemple numéro 1 du mois de mai 1942. Faire paraître un journal clandestin est un tour de force, et les interruptions temporaires ne sont pas rares. Le nombre exact de numéros parus pour un même tirage est assez inconnu ou certain en l'état actuel des recherches.
et il peut arriver que l'ordre même des numéros présente des incertitudes, surtout quand le titre comporte des exemplaires sans numéro marqués ou sans numéro spécial ou choses comme ça. Donc sous l'occupation allemande, donc les lois du régime de Vichy et les libertés des Français sont supprimées, notamment avec la fin de la liberté de la presse. Donc le décret-loi du 24 août 1939 autorise la saisie des journaux et leur suppression ainsi que l'établissement officiel de la censure le 27 août 1939 entraîne la suppression des journaux dénonçant l'occupation allemande. La seule presse qui survivait sous l'occupation était celle qui servait la propagande sous l'occupation allemande et vichysoise. C'est également la fin de la liberté d'expression et tout citoyen surpris en train de lire la presse ou d'écouter les journaux d'écouter la radio étrangère résistante sera jugé comme opposant et ennemi du régime. L'occupant et la police apportent dès le début une attention toute particulière aux écrits de contre-propagande. La découverte de centres d'impression de journaux clandestins et de leurs leaders sont une des principales missions de la police. Les premières arrestations sont celles de ces journalistes de contre-propagande tels que Jean-Baptiste Lebas, qui lance L'Homme libre et qui meurt en déportation, ou Claude Bourdet, directeur du journal clandestin Combat, nous en avons parlé plus haut, arrêté en 1944. Donc sur 1200 travailleurs du livre résistant, 400 sont tués, donc déportés, fusillés, décapités ou encore abattus. Donc face à la répression, de nombreuses stratégies sont mises en place. Les journaux clandestins se heurtent surtout à beaucoup de difficultés matérielles. Le papier, l'encre, les machines à écrire sont rares, chères et leurs ventes sont minutieusement contrôlées. Les centres d'impression sont également peu nombreux et mis au service des journaux de propagande. Les premiers journaux clandestins sont donc manuscrits, c'est-à-dire écrits à la main, en très peu d'exemplaires, mais les imprimeries typographiques peuvent effectuer des tirages de masse. Donc tout se faisait dans la plus grande discrétion des gouvernements et également des personnes n'étaient pas forcément impliquées dans des ouvrages clandestins. Les peines encourues pouvaient être impliquées dans l'impression et diffusion d'un journal résistant étaient très lourdes, pouvant aller au mieux des cas aux travaux forcés en Allemagne à la peine capitale. Pour l'acheminement et la distribution des journaux, les résistants prenaient le risque de se faire arrêter ou emprisonner. Les cheminots jouèrent dès le début un rôle essentiel pour le transport de longue distance. Le vélo fut également un des meilleurs moyens de transport entre l'impression et l'acheminement. D'autres procédés ont également été utilisés pour diffuser des journaux permettant de garder l'anonymat des diffuseurs. Donc glisser les numéros dans les boîtes aux lettres, sous les portes ou dans un porche, laisser sur les parcs ou dans des bancs. Malgré la forte répression de la censure, près de 1200 titres ou plus de 10 millions d'exemplaires de journaux clandestins furent tirés entre 1940 et 1946. Alors, on va aborder le sujet de la libération dans une prochaine vidéo, puisque là j'ai plus assez de crédit. Donc on se retrouve tout de suite pour la presse sous la libération, qui sera la conclusion et la fin donc de cette presse durant la Seconde Guerre mondiale.